Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, Sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Bienvenue à cet autre épisode du balado Sans vice caché. Yann, aujourd'hui, il y a François de Candiac qui nous écrit. On revient avec une question du public. Il nous demande, je fais inspecter ma maison que je veux acheter, mais est-ce que je peux faire d'autres expertises aussi? Il y a des éléments qui l'inquiètent sur la propriété. C'est vrai qu'on peut en demander d'autres expertises. Oui, puis faites-le d'ailleurs. Si vous, tu sais, la première étape, surtout dans le marché où on est actuellement, des fois, c'est un peu mal avisé de venir mettre des conditions à outrance alors que ce n'est pas fondé dans une promesse initiale. Moi, j'aurais tendance à vous dire, faites inspecter votre maison, puis si moindrement à l'inspection, il y a certains indices qui sont soulevés, Mel. Exemple, François, ton inspecteur t'a dit qu'il y a peut-être un problème de moisissure. Je donne cet exemple-là. Peut-être, donc, problème de moisissure, peut-être problème qui vient être lié avec la qualité de l'air. Bien, suite à l'inspection, vous avez le droit de demander une expertise supplémentaire, que ce soit un test d'air ou une autre expertise. Vous avez le droit de le faire et faites-le, vous allez avoir un délai supplémentaire pour le faire parce que le but, puis le vendeur veut ça aussi, c'est que quand vous allez compléter les clauses de votre promesse d'achat, bien, vous avez eu l'occasion de compléter toutes les conditions que vous voulez mettre et ces conditions-là aussi que vous voulez mettre, pour vous rassurer, vont protéger, bien sûr, vos intérêts, mais ceux du vendeur aussi, Mel. Oui, puis souvent, on peut rentrer dans le délai d'inspection qu'on prévoit. Oui, des fois, si vous mettez un 10 jours d'inspection, faites inspecter rapidement. Comme ça vous laisse plus de temps pour faire d'autres expertises pour ne pas étirer les délais, justement. Donc, si vous mettez un 10 jours, faites inspecter après 3-4 jours si vous êtes capable. Puis là, après, s'il y a d'autres choses à faire, bien, il vous reste quelques jours pour le faire puis analyser les résultats. C'est ça ne retarde pas tout le délai justement de réalisation de conditions de votre promesse d'achat. Puis parlant d'expertise, Mel, on rencontre quelqu'un aujourd'hui qui va nous parler de quelque chose qui est un aspect, je pense, essentiel dans une transaction immobilière, c'est particulièrement de base dans la grande région de Montréal. Et peut-être ailleurs, on va le savoir tantôt. Oui, c'est ça. On va apprendre toutes sortes de choses avec l'invité qui suit parce que souvent, quand on rencontre des vendeurs, on parle de ce test-là. Souvent, on aime bien qu'il soit fait en amont pour que tout le monde soit au courant de la situation. Le test de pyrite. Qu'est-ce que c'est la pyrite? Est-ce qu'on doit avoir peur de ça? Est-ce que ça va démolir la maison? Notre prochain invité répond à nos questions. Bienvenue à Sans vice caché. L'immobilier sous des airs de conversation cuisine. Sans vice caché. On est bien content cette semaine, Yann, de recevoir notre invité parce qu'on parle souvent de la pyrite, qui est une problématique quand même que les gens vivent dans plusieurs régions, en fait, particulièrement sur la rive sud de Montréal. C'est un test qui est effectué presque automatiquement, mais peut-être que vous ne le savez pas, mais il y en a ailleurs aussi dans des régions un petit peu moins propices. C'est encore méconnu, Mel, pour certaines personnes. Pour nous, on pense que ça va de soi, la pyrite. On sait c'est quoi la pyrite, mais quand tu arrives chez un vendeur pour prendre le contrat de la maison, c'est quoi ça, la pyrite? Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Alors, pour en parler puis démystifier, qu'est-ce que la pyrite et c'est quoi surtout l'impact sur votre propriété? Nadège Tolari de Multitest qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Nadège. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être là, Nadège. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Vous êtes une entreprise spécialisée dans plusieurs sortes d'expertises. Il y en a 7 au total. Oui. Mais aujourd'hui, on va s'attarder plus particulièrement à la pyrite parce qu'on peut en parler assez longtemps, là. Oui. On va démystifier tout d'abord qu'est-ce que c'est la pyrite et pourquoi ça fait peur à autant de gens sur les maisons. Bien, je pense que ça fait peur parce qu'ils ne comprennent pas. En fait, la pyrite, c'est un minéral, c'est quelque chose de tout petit, de très, très cute, de brillant. C'est pas un problème en soi, la pyrite. C'est la roche dans laquelle on cache la pyrite, entre guillemets, là, qui peut poser problème. Donc, les gens, souvent, croient que quand on fait un test de pyrite, on vient vérifier s'il y a ou pas de la pyrite et combien il y en a. Mais c'est pas vrai. Je peux vous le dire. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps environ 1%, pour simplifier. Quand on vient faire le test de pyrite, on vient vérifier si elle est cachée dans une roche, entre guillemets, étanche ou pas.
C'est ça, le potentiel de gonflement. Exactement. Une roche étanche va avoir un potentiel en bas de 10, puis c'est pas un pourcentage, c'est vraiment en bas de 10. Puis au-dessus de 10, l'eau va pouvoir rentrer à l'intérieur de la roche, rentrer en contact avec la pyrite, puis là, on va avoir une réaction chimique qui va dissoudre la pyrite, puis la pyrite va se transformer, pour simplifier, en gypse. Un grain de gypse, 100 fois plus gros qu'un grain de pyrite. Donc, c'est comme des pop-corns sous votre dalle. C'est comme... Ploup, 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 Bon, mais ça, c'est bon qu'on dise ça. C'est vraiment un bel exemple. Le popcorn sous la dalle, pour que les gens comprennent bien, parce que j'ai souvent entendu les gens mélanger pyrite et pyrrhotite. Là. Ah oui. On pourra tantôt faire la nuance. C'est pas la même chose. Donc, c'est la roche, c'est le remblai. Vous avez une dalle de béton, mesdames, messieurs, à la maison, qui est sous votre propriété, qui est en béton. Puis en dessous de ça, il y a de la roche pour soutenir ça. Et c'est dans cette roche-là, Nadège, qu'on peut trouver la pyrite. Et le popcorn qui peut faire gonfler, donc casser la dalle de béton, se trouve là à ce moment-là. Exactement. Et donc, dans les cas les plus légers, on n'a pas beaucoup de roche en dessous de la dalle. Donc, ça va gonfler, mais ça va pousser seulement sur la roche. Et quand on arrive à une certaine épaisseur de roche, là, la force va être suffisante pour pousser, en fait, sur tous les côtés de la boîte en carton, là, qui est vos fondations. Ouais. Donc, c'est les cas graves, c'est exactement ça. On va se retrouver avec assez de roche, puis au lieu de pousser juste par en haut puis d'abîmer la dalle, là, ça va ouvrir les murs de la maison. Ah oui. Ça, on le voit. Exactement, exactement. Puis là, ça cause des dommages qui sont immenses. Oui. Philippe, qui est à la régie, va vous montrer, là, ceux qui regardent la vidéo, le balado en vidéo, vous allez voir les images de ce que ça peut faire. Voilà une dalle de béton. Des fissures étoilées. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Nadège, quand vous voyez ça? Oh mon Dieu, bien, quand je vois ça, c'est sûr que c'est déjà le symptôme qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, ou c'est la roche, comme je disais, qui s'est mise à gonfler puis qui est en train d'abîmer la dalle, ou, puis ça, c'est un détail que les gens souvent ne comprennent pas, ou c'est juste la dalle qui est sulfatée. Dans un test de pyrite, on vient aussi vérifier ça. On va perforer la dalle, on va partir avec le morceau de dalle, puis on va savoir si elle est sulfatée ou pas. Donc, les gens, des fois, me disent « Mais qu'est-ce que c'est que la sulfatation? » Je sais, c'est un gros mot, là. C'est quoi? On a perdu le pont Champlain à cause de ça. Ça peut vous aider. En fait, c'est que le béton, c'est quelque chose de très susceptible à tous les changements d'acidité. Puis à la rouille, par exemple, quand il y a des structures en métal à l'intérieur, mais aussi à l'acidité naturelle qu'on peut retrouver dans l'humidité qui est en dessous de la dalle. Donc, ça se met à réagir. Puis en réagissant, le béton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se transformer en sable. Il va se désagréger avec le temps. Mais en surface, ce que ça fait, c'est qu'en se désagrégeant, il va gonfler, en fait. Donc, ça va faire des laminations par en dessous qu'on ne verra pas. Un petit peu comme de la pâte feuilletée qui gonfle au four. Ouais. Mais en surface, ça gonfle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qu'on voit là. Ça craque. D'ailleurs, on parle de sulfatation. Philippe, on a une autre photo aussi. On voit une dalle de béton plus... voilà, regardez, voyez-vous la poudre blanche, là, ceux qui regardent le balado, encore une fois, à droite de l'image, on le voit, la réaction. C'est ce qu'on appelle la sulfatation. Tout à fait. Nadège, la poudre blanche qu'on voit au sol. En fait, la poudre blanche, c'est vraiment des sels émis par la désagrégation du béton. Donc, c'est vraiment un symptôme que vous avez ou du remblai en dessous de la dalle qui gonfle ou la dalle elle-même qui gonfle par sulfatation. Donc, sans test, je ne peux pas vous répondre c'est quoi l'importance du problème et donc c'est quoi l'importance des travaux possibles à faire pour régler la situation. Il y a des gens qui disent souvent, ben écoute, la pyrite, bon, tu sais, premièrement, c'est pas la pyrite. Tu sais, il y a des formulations erronées qu'on emploie, mais en tout cas, tu sais, après 30 ans, ça fait plus rien. C'est faux. C'est ça. J'aimerais que tu précises cet élément-là. Beaucoup de gens pensent qu'avec le temps, l'effet s'estompe, alors que... En fait, il faut comprendre que c'est une réaction chimique très lente. Comme je disais, déjà, ça vous prend une roche qui laisse rentrer l'eau. D'accord? Puis toutes les roches ne laissent pas rentrer l'eau de la même vitesse. Puis des fois, ben, le drainage est très bon les premières années. Hein? On construit la maison, le drain français fonctionne bien. Mais là, 30 ans, 40 ans après, le drain français, il est fatigué. C'est moins ça. Là, la réaction commence après 30 ans, puisque là, l'eau commence à pouvoir s'accumuler sous la dalle, la pyrite va commencer à réagir. On considère qu'on peut voir les premiers dommages 45 ans des fois après la construction du bâtiment. Les premiers dommages. Ah oui, hein? Quand même, OK, hein? Quand même. Les gens, je pense qu'ils ne conçoivent pas ça comme ça. Là. Souvent, on entendait comme 10-30 ans, puis c'est fini après. Non. Moi, je me suis déjà fait dire par un inspecteur, la maison à 25 ans, ça n'a pas bougé, il n'y aura plus de problème. C'est pas vrai. Ça peut venir plus tard. C'est un processus géologique. D'accord? Pour vous donner une idée, les plaques tectoniques, elles avancent de 2 cm par année, puis c'est ça qui fait des montagnes. C'est un peu la même vitesse pour la pyrite, un peu plus rapide. Ça peut prendre 100 ans, 150 ans à ce que la pyrite soit complètement transformée en gypse.
Ah, ouais, quand même. Puis là, C'est ben, très long. Mais ça, c'est majeur. incroyable. Ben donc, oui, puis ouais. pour minimiser les effets de tout ça, tu sais, on va arriver dans le menu détail, là, mais un drain français qui fonctionne bien, des pentes orientées plus loin de la maison, des gouttières. Autrement dit, il faut éloigner toute source d'eau près de la fondation, près de la maison, Oui. si on veut éviter des enjeux avec la pyrite. Tout à fait. C'est sûr que ça va aider à retarder les effets problématiques de la pyrite. Ça ne va pas les régler. Le seul moyen, parce que je me fais des fois demander, OK, moi, je veux dormir la nuit, je veux rien savoir là, de stresser avec mes pentes. OK. Ben, je suis désolée, mais si vous avez une roche gonflante, il faut casser votre dalle, défaire votre sous-sol, enlever la roche, reconstruire à zéro. On parle de... Ça, c'est majeur. Oui. Oui, mais ça, c'est un bon point que Nadège amène parce que on va en parler plus tard peut-être, là, on parle beaucoup du radon. Hein? On en a parlé dans un autre épisode. Le radon, si on a un problème, installer l'appareil qui sert à régler ça, 400 000 $, à peu près. Oui. Mais là, la pyrite, là, Nadège, ça peut monter à des centaines de milliers de dollars. Tout à fait. Si on a un problème. Si vous avez un sous-sol fini et qui n'est pas dû pour être refait, et qu'il faut l'arracher, qu'il faut le vider au complet, refaire un remblai, toutes les normes de pare-vapeur, d'isolation sous dalle, etc., une nouvelle dalle. Mais là, vous n'avez rien dans votre sous-sol. Là, votre sous-sol, il est non fini, soudainement. Je peux vous le dire. Donc là, vous reconstruisez tout. Si vous avez une salle de bain, je veux dire, il y a des gens qui savent mieux que moi combien ça coûte, mais refaire un sous-sol d'une bonne taille, on parle de 100, 150, 200 000 $ très facilement aujourd'hui au coût des travaux. Donc, c'est sûr que dans l'achat d'un bâtiment, c'est ça qui est important. Il faut le discuter à ce moment-là. Je pense que c'est essentiel et je pense qu'il faut vraiment s'assurer de le faire pas seulement en Rive-Sud. Comme on disait, malheureusement... Il y en a qui ont été surpris dans d'autres régions, comme quelle région, par exemple, où il y en a aussi? En 2019, l'OACIQ, qui est l'organisme d'autoréglementation des courtiers immobiliers au Québec, pas facile le matin. Bravo, 10 points pour Nadège. C'est ça. Donc, cet organisme-là, en 2019, a émis un avis pour les courtiers qui indique qu'il faut recommander quasiment obligatoirement, me semble-t-il, il faudrait que je le relise, un test de pyrite si on est en Rive-Sud, Est et Ouest de Montréal. Et il nomme des villes parce que malheureusement, dans l'Ouest de Montréal, j'ai encore des discussions où certains courtiers ont même peur de le recommander parce qu'ils disent, mais moi, si je l'exige à chaque fois, je vais perdre du marché parce que mes collègues ne le recommandent pas. Mais il faut savoir que c'est leur organisme qui indique les villes dans lesquelles ils devraient systématiquement recommander un test de pyrite. Et la consigne pour les autres secteurs, si vous avez des dommages, vous le recommandez. Si vous n'en avez pas, c'est à la discrétion de l'acheteur et du vendeur. Donc, c'est important de savoir que nous, on fait des tests de pyrite jusqu'à Bromont et on en a fait dans la ville de Québec. Avec des problèmes. Des problèmes, ah oui. Hein? Oui, avec des problèmes majeurs. Fait que c'est faux de dire que c'est juste la grande région de Montréal et la Montérégie. En fait, c'est faux. C'est lié au fait que nous avons associé cette problématique à certaines carrières. Et c'est vrai, hein, je suis tout à fait d'accord, la roche problématique sortait de certaines carrières. Mais en réalité, aujourd'hui, vous n'avez pas d'obligation d'utiliser de la bonne roche. Et on s'est rendu compte avec le temps que ces roches-là, en termes de géologie, elles suivaient tout le Saint-Laurent. Et donc, on retrouve cette roche-là le long du Saint-Laurent. Il y a des endroits où c'est tellement profond qu'on ne fait pas de carrière là-dedans. Mais mettons, à Québec, il y a des carrières qui sont dans le même type de roche. Mais comme les problèmes ont peut-être moins été identifiés, moins compris, moins documentés dans ces régions-là, on est resté très concentré dans nos idées de 1990-2000. Les problèmes, c'est la Rive-Sud et c'est une carrière. En réalité, il y a des dizaines de carrières qui ont sorti de la roche problématique. Et avec le temps, il n'y a pas eu de traçabilité. Hein, donc, ça ne fait pas assez longtemps non plus. Parce que comme tu dis, les effets peuvent être à beaucoup plus long terme. Exactement. Et même demain matin, vous faites de la rénovation dans votre maison. Si vous n'exigez pas une roche de bonne qualité, il n'y a pas d'obligation légale pour votre entrepreneur d'utiliser une roche non gonflante. Ça, personne ne sait ça. Non. Puis nous, historiquement, là, ça fait quand même longtemps qu'on est là, ça fait 27 ans, il y a eu des demandes quand le protocole pour faire les analyses de pyrite a été mis en place. Il y a eu des demandes auprès du gouvernement pour dire ça serait bon d'avoir quand même une législation. Oui. C'est comme le fondement de la maison. Non. Fait qu'autrement dit, Nadège est en train de nous dire, là, on peut se faire bâtir une maison, encore aujourd'hui.
On peut demander à un entrepreneur de venir faire tous les travaux de fondation et tout ça, et l'entrepreneur aurait le droit de prendre une roche d'une mauvaise source, autrement dit, qui contiendra encore de la pyrite en 2026. Oui, Et en fait, il y a- elle va en contenir, qu'elle soit bonne ou pas, mais qui pourrait être gonflante. Pourrait être gonflant. Oui. Et à ce moment-là, il n'y a aucune législation là-dessus actuellement. Exactement. Il y a Bon, que ben, la c'est garantie, il y a que la garantie GCR. La garantie Ouais. GCR arrive avec de nombreuses recommandations auprès des entrepreneurs qui l'appliquent et elle demande d'utiliser ce qu'on appelle un remblai de qualité DB, dalle de béton. Donc ça, c'est pour mettre sous une dalle de béton. C'est une Ça, c'est correct, ça. recommandation. Je pense que si vous voulez avoir votre garantie, c'est une obligation, mais je ne suis pas entrepreneur. Ouais. Je me suis fait dire par plusieurs entrepreneurs qu'il n'y avait pas beaucoup de contrôle. Mais en général, si vous êtes un entrepreneur et que vous faites déjà l'effort d'appliquer la garantie GCR et de l'offrir à vos clients, j'imagine quand même que vous devez faire le travail de A à Z, mais c'est la seule chose qui existe comme obligation aujourd'hui. Est-ce que d'avoir le bon DB, parce que c'est ce qu'on demande aux gens Oui. après 1998-2000, là, tu sais, quand ils ont... Bon, ils fournissent le bon Oui. DB. Est-ce que on est exempt de tout problème avec ces bons-là? Non. On a eu un cas légal, malheureusement, dans un stationnement de condo. Donc, ils avaient des bons DB, mais nous, pour une raison un peu obscure, on nous a quand même demandé d'aller faire des forages et on a trouvé des résultats problématiques. Donc là, tout le monde s'est un petit peu questionné sur qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que c'est nous qu'on a mal fait notre travail? Je vous dirais que c'est très difficile de rater rater un De se test. tromper. un calcul d'IPPG, mais bon, Ouais. ça, je comprends. Hein, Ouais. Je comprends. Ces La gens-là, réaction. ils ont des bons DB. Mhm. Mais en fait, ça a été calculé après le volume que ça prenait pour le stationnement et le volume des bons DB. Et en gros, ils avaient l'équivalent d'à peu près 70% de la roche utilisée avec des bons DB et 30% Voilà. Ah. avec une autre source. Donc, c'était mélangé, là. C'était mélangé. Ben, voyons Je veux lancer donc. un message Ah, ici c'est aux gens. incroyable. C'est incroyable. Je veux lancer un message ici, j'en profite pour le faire. Pour les gens qui regardent ou qui écoutent Sans Vice Caché, si vous achetez une maison plus vieille, disons-le comme ça, vous me corrigerez, en bas des années 2000, demandez toujours un test de pyrite dans certains secteurs qui peuvent être problématiques. Puis si c'est des maisons plus récentes, là, on le voit encore beaucoup, Ben, quand on prend les contrats, les gens n'ont pas reçu du promoteur ou de Non. l'ancien propriétaire le bon DB que vous appelez, qui vient confirmer que c'est de la roche exempte de pyrite. C'est important, ça? Pas exemple de pyrite, Exemple, ben, mais qui gonflera pas. Qui gonflera pas. Exactement. Qu'il y a un indice de gonflement qui est... Même si vous avez un certificat DB, vous n'avez pas de garantie à 100%. Moi, j'ai Ah, déjà imagine. vu le cas, on a le certificat pour le sous-sol, pas Ouais. pour le garage. Puis le garage, c'est souvent... On a vu récemment des garages où la pierre est vraiment de mauvaise qualité. Ils négligent le garage. Oui. Ils mettent de la bonne Ben, de pierre la mauvaise au sol, roche, en fait, c'est mais ça. au garage, bon, ça, c'est pas grave. Puis après quelques années, ça se met à bouger. Là. Oui, puis là où ça peut devenir très grave, c'est qu'un garage au niveau de la rue avec un sous-sol à côté, le mur qui est là entre le garage et le sous-sol, Ouais. si ça se met à gonfler parce que vous avez Ben mis oui. 6 pieds de roche, parce que là, vous en mettez, là. Ouais. Hein, on s'entend, le garage, souvent, la fondation est creusée, Exact. on remplit jusqu'à ras-bord. Ce mur-là, si ça se met à gonfler, c'est du vide, c'est votre sous-sol de ce bord-là. Ce mur-là, c'est souvent un mur qui est déjà plus fragile si ça se met Ouais. à gonfler. Puis ce qu'on voit beaucoup, nous, dans notre travail, c'est que des fois, le camion qui a reculé, il a reculé dans le sous-sol. Donc, la roche de plus mauvaise qualité, on la trouve dans le sous-sol. Une des autres problématiques qu'on a à expliquer aux gens. Oui, mais moi, ma maison, c'est le même entrepreneur. Ça a été construit, il a construit toute la rue. Ah Mon ouais, voisin c'est n'a pas de problème. Ça, c'est le classique. On se fait tout le temps dire ça. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Le protocole indique que même si vous avez une maison et un garage, même au même niveau, vous devez les tester séparément parce que c'est pas le même camion qui a reculé. Voilà. Puis je vous le dis, ça fait 27 ans qu'on fait ça. On est à plusieurs milliers de tests de pyrite par année. Donc, plusieurs dizaines de milliers de tests de pyrite en 27 ans. On est l'entreprise qui en a fait le plus au Québec. Et on voit souvent, pour pas dire systématiquement, mais quand même extrêmement souvent, des différences entre le sous-sol et le garage, même quand ils sont au même niveau. Et malheureusement, des fois, c'est le garage qui est problématique. Des fois, c'est le sous-sol. Parce que j'imagine que le gars qui reculait le camion, il a reculé un camion. Il n'a pas demandé trop si c'était C'était le bon où? camion ou Ouais. le mauvais camion. Ben, c'est ça. Puis les Ouais. conséquences de laisser aller ça. Tu sais, quelqu'un qui a un indice, un IPPG, Ouais. comme on appelle dans le jargon, plus élevé, il y a un plus grand risque de gonflement, tout Tout ça. à fait. On laisse aller. Non, le sol est fini. Moi, je décide, je laisse ça de même parce que les coûts sont trop importants. À long terme, il arrive quoi? Est-ce que tu as vu des histoires, parce que tu en vois de toutes les Oui. couleurs, là? Tu sais, Malheureusement, c'est- oui. C'est quoi le risque de laisser aller ça dans le Bien, temps? déjà, d'un, il faut clarifier quelque chose. Moi, j'ai des gens qui nous appellent, qui me demandent est-ce que c'est dangereux pour ma santé? Non.
on n'est pas dans l'amiante, on n'est pas dans le radon. C'est pas dangereux pour la santé des gens. Pour la santé de la maison, par exemple. Mais c'est ça. La maison, bien, c'est sûr que si vous laissez aller ça, la dalle, vous l'avez vu sur la photo, là, je veux dire, ça commence à craquer, ça va se fissurer. La sulfatation va finir par embarquer là-dedans si vous n'avez pas de membrane par vapeur. Puis, avant 2008, on n'en mettait pas beaucoup des pare-vapeurs. Hein? Donc, une petite parenthèse là-dessus que les gens comprennent bien, Nadège, que tu dis, parce que ça, c'est important, c'est que les constructions récentes, on se trouve à avoir la roche en dessous de la dalle de béton, mais par-dessus cette roche-là, il y a une polythène, pour le dire comme ça, un pare-vapeur, mais c'est une polythène, dans le fond, qui vient couper l'humidité. Tout à fait. En fait, et il y a beaucoup de constructions que on l'a pas, cette polythène-là. C'est assez récent quand on y pense, l'obligation de la mettre. Là, je sais qu'il y a d'autres obligations qui ont été un peu mal comprises par certaines personnes avec l'isolant. Mais un isolant, c'est souvent des plaques de styromousse. C'est pas étanche, ça fait pas le travail de la membrane polythène. La membrane polythène est très importante parce que c'est le seul moyen d'arrêter 100% de la sulfatation. Au pied carré que ça coûte, ça vaut la peine, hein? D'accord? Donc, c'est sûr que quand tout se met à craquer par en dessous avec le temps, même si vous avez peu de roches, que ça n'affectera pas vos murs de fondation, éventuellement, bien, c'est sûr que si votre maison est construite avec un faux plancher, avec des trosses de bois posées sur une dalle qui finit par fissurer, l'humidité remonte, on l'a vu sur la deuxième photo, là, ça finit par pouvoir créer des problèmes trop d'humidité. Puis bon, trop d'humidité, moisissure. Et on finit un petit peu par perdre notre maison, entre guillemets, dans le sens où si j'ai un problème de moisissure qui se développe sous mon plancher... On ne le sait pas tout de suite. On ne le sait pas tout de suite. Quand on a l'idée de changer notre plancher, ce qui nous arrive généralement pas tous les matins, on se retrouve avec une problématique qui est très avancée, une dalle qui est complètement humide, en morceaux. C'est sûr que là, on se retrouve à être obligé de vraiment agir en urgence. Puis entre-temps, on a vécu tout le problème des odeurs, peut-être des fois des problèmes de santé liés à la moisissure. Donc, ça peut avoir un impact énorme sur les gens qui vivent là, mais moi, je pense que la pyrite joue son plus gros impact, c'est la valeur du bâtiment. Si vous achetez une maison à 500 000, vous voulez savoir s'il y a 200 000 de travaux. C'est important. C'est sûr. Je veux dire, c'est majeur sur votre hypothèque, puis sur votre plan de faire des travaux, de restaurer cette maison-là ou la rénover, c'est très grave, là. Ça peut avoir un impact financier énorme sur une transaction. Nadège est experte à la cour aussi, souvent appelée à témoigner dans des cas dramatiques, on va le dire. Ah, c'est pas les meilleurs. Non, c'est ça, exact. C'est ça. Puis raconte-nous un petit peu ton expérience comme experte dans des cas de pyrite où des gens intentent des recours, puis là, c'est ça, comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que tu as vu, toi? Parce que tu sais, ça a l'air banal, nous autres. Hein? On recommande le test de pyrite aux vendeurs avant de mettre en marché. Oui, faites-le, tout ça. On en parle, mais je pense qu'on ne mesure pas à quel point ça a un impact puis qu'il y a des cas qui se rendent à la cour à cause de ça. En fait, c'est très important. Là, vous avez parlé du vendeur. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle. Qui paye le test de pyrite, il n'y a pas de règle. Une règle importante. Tout document signé par un géologue appartient uniquement à son client. Il y a un lien contractuel entre la personne qui nous a embauchés pour faire cette expertise-là et nous. Donc, mon rapport appartient à mon client, pas à un bâtiment. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir avant de se rendre en cours. C'est que si c'est le vendeur qui paye le test, il est propriétaire de son test. Si l'acheteur se retire, il peut le donner au suivant, encore au suivant, encore au suivant. Si c'est l'acheteur qui paye le test, c'est l'acheteur, mon client. C'est lui qui a le droit de me poser des questions. C'est lui à qui je peux donner une copie du rapport. Donc, s'il se retire, le vendeur n'a plus rien. Et je n'ai pas l'autorisation, sans une autorisation écrite officielle, je ne pourrais pas donner le rapport au propriétaire. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est important à savoir. Il n'y a pas de règle établie, mais il faut garder ça en tête. Et puis, c'est important. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu un cas à la cour pour du résidentiel où c'est l'acheteur qui a fait le test, qui s'est retiré, qui a refusé de signifier pourquoi il se retirait. Puis là, ça s'est battu jusqu'à un peu loin parce que là, la personne a dit, ben non, t'as signé, t'as dit oui, tu veux acheter ma maison, etc., etc. Et en fait, c'était un test extrêmement problématique et en cours, ben, ça s'est réglé même hors cours, Dieu merci, celui-là. C'était clair que c'était une raison valable de se retirer, vu comment ça avait été phrasé, tous les documents par les courtiers. Donc ça, c'est important. Ces tests-là, il faut savoir à qui ils appartiennent, puis c'est quoi qui vous permettent de faire dans la transaction. Si vous avez signé une offre d'achat, vous pouvez peut-être vous retirer si vous avez mis conditionnel au test de pyrite. Mais ça, c'est super intéressant. Merci de le préciser. Puis ça, c'est bon pour les vendeurs. Tu sais, c'est un test de pyrite, on peut peut-être le dire en même temps. Là, garage puis sous-sol, ça va coûter environ 700-800 $ à peu près. Tu sais, les vendeurs,
privez-vous pas de cette dépense-là parce que, comme vous dites, Nadège, comme tu dis, excuse-moi, le test t'appartient après comme vendeur. Oui. Tu peux vivre avec les questions, tu peux vivre avec la diffusion de ce test-là à qui tu veux. Alors Tout que à si fait. c'est l'acheteur qui a pris ça en charge, ben tu es un peu pris que le fait que c'est son rapport à lui, puis il peut faire ce qu'il Il veut. faut refaire un finalement. nouveau test à Faut ce faire un moment-là. nouveau moi, test. je me Puis dis. ça nous c'est ça. arrive. On a beau Ouais, hein. expliquer comme je le fais là avec Ouais. vous tous les jours, ça nous arrive d'être obligé de retourner. Puis, ben honnêtement, c'est ridicule pour nous, là, mais ça arrive, c'est ça. Puis il y a un autre cas. Il y a un cas dont j'aimerais parler aussi qui est passé en cours et celui-là, on s'est rendu malheureusement à la cour. C'est pour le commercial, parce qu'on parle beaucoup du résidentiel, puis c'est très important. Le protocole n'existe pas pour le commercial. Donc, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de secteur identifié, il n'y a pas de règles établies pour un bâtiment commercial industriel. Nous, on en fait. On fait des tests parce qu'on se le fait demander. Donc, on a mis une règle de pieds carrés qui recommande un certain nombre de forages. Ben oui, c'est Ben oui, ça. parce que ça peut pas être comme, c'est pas oui. comme un sous-sol. Non, c'est ça. C'est pas aussi facile qu'un Ben, sous-sol. mettons que tu as 10 000 pieds carrés. Ben, j'ai une grande bâtisse. Là, Ouais, mettons. c'est vrai. C'est Ouais, grand, mais ça tu sais, 4-5 000 pieds carrés industriels. Oui. Je veux dire, il peut y avoir, comme vous dites, comme tu as dit tantôt, Nadège, il peut y avoir eu plusieurs camions Tout là, à qui sont fait. venus faire le. Puis c'est le cas, hein? Ben oui, Comme c'est ça. cette bâtisse-là. Oui, Ouais. ben C'est retrouvé. celle-là, on est allé en cours parce qu'en fait, il faut savoir que comme le protocole encadre pas bien quand c'est du commercial industriel, qu'il n'y a pas vraiment de recommandations comme aussi claires que les courtiers doivent recommander un test de pyrite, etc. Bien là, on est un peu dans le flou. Donc, un inspecteur qui arrive, c'est un hangar, il y a plein de stocks, des étagères, des boîtes, on ne voit pas trop la dalle. Ce qu'on voit a l'air correct. Pourquoi l'inspecteur s'inquiéterait? Donc, on arrive à la transaction. Là, ils prennent possession du bâtiment. Bien sûr, il est vide. Et là, la dalle, on la voit. Et là, on se rend compte que... Parce que c'est beau, un hangar, quand c'est vide. Hein, on a une belle vue. On voit bien des vallons, là. C'est sûr que quand c'est plein, c'est très difficile d'avoir cette visualisation-là du problème. Et donc, tout de suite, hein, la journée 1 où ils ont signé, ils prennent possession du bâtiment, ils arrivent là, ils nous appellent en disant, là, c'est une urgence, là, ça nous prend un test de pyrite maintenant parce que là, moi, j'ai mon stock qui attend. Je suis une entreprise, là. Il faut que j'opère, là. Il faut que ça rentre, il faut que mes opérations redémarrent, que mon stock soit là, mon personnel soit là. Et on teste et c'est catastrophique. Il y a des endroits, un forage où ça va bien. C'était le seul bon camion de la semaine, j'imagine. Puis autour de ça, là, c'est pas juste ça va gonfler. Ça gonfle, mais j'ai tellement assez de roches que je peux pousser sur les fondations. Le quai de chargement est affecté. Or, c'est le quai où toute la marchandise va rentrer et sortir. C'est ça leur travail. Donc, ça veut dire que si je fais des travaux là, tu n'opères pas ton entreprise. Imagine. Non, mais ça, c'est un vrai Mais ça, drame, c'est ce que grave tu parce rencontres que c'est là, vrai que du côté immobilier commercial, Ouais. il n'y a pas les mêmes règles du tout. Non. Puis le même, que ce soit pour un test ou peu importe, une expertise, même dans les promesses d'achat, les contrats, c'est pas la même chose. C'est on pas les parle- mêmes obligations, puis c'est dangereux pour les entreprises, je trouve. Ouais, puis on parle de coûts qui sont complètement différents. Tu sais, comme une entreprise comme ça peut être des bâtisses des fois de plusieurs millions de dollars. Oui, oui. puis là, te tu viens de retrouves, l'acheter. Tu viens de l'acheter, là. Là, Tu peux pas l'utiliser. ton hypothèque vient de commencer. Tu es supposé opérer cette semaine-là, mais là, tu fais quoi? Tu rentres ton stock, tu déménages tout là, puis tu pars en cours où tu essayes au moins de t'entendre. Dans le cas présent, il a fallu qu'on se rende en cours et c'est pas réglé. Donc, pas encore réglé. actuellement, ils opèrent dans un bâtiment qui est problématique en espérant et en croisant les doigts que ça ne s'aggrave pas trop. Parce que, bien entendu, au plus on perd du temps, au plus la problématique peut augmenter, comme on disait. Là, il n'y aura pas de problème de moisissure, là, mais on s'entend. On ne sait pas. C'est si la structure bouge, les travaux pour corriger ça, c'est plus les mêmes. Hein? C'est ça aussi. Hein? Le risque, c'est que en attendant, vos dommages vont augmenter. Puis ces gens-là, on parle, ces entrepreneurs-là, de dommages, mettons, pour refaire. On parle de combien? On est à 380 000 $. Imagine. 380 000 $, 4 semaines, 0 opération. Puis une fois que la dalle est recoulée, tu ne recharges pas tout le poids dessus. Là. Ta dalle, il faut qu'elle ait une cure de séchage avant de pouvoir rentrer toutes leurs étagères. Eux, ils ont des trucks à l'intérieur. Dans le bâtiment, ils ont des trucks. Hein? Ça donne une idée de l'ampleur du bâtiment. Là. Mais eux, le secteur problématique urgent, on est à 380 000. Les travaux totaux, ça va très certainement se chiffrer à plusieurs centaines de milliers de dollars. Ça peut faire
en fait, ça fait la différence parfois entre ce qu'on jugeait un bon investissement puis un trou noir pour une entreprise, surtout qu'on s'entend qu'ils ne peuvent pas opérer déjà avec tous les problèmes que ça peut amener. J'imagine que puis je pose la question à Nadège, comme témoin expert, vous êtes appelé dans des contextes comme ça, j'imagine un peu en matière de vice caché. On peut-tu dire ça? En fait, il faut faire attention. La notion de vice caché, je ne suis pas avocate, mais je pense que c'est quelque chose que personne ne savait des deux bords, puis ça limite à un certain montant de poursuite, me semble-t-il. Là, malheureusement, dans ces montants-là, je pense qu'ils passent même au-dessus du vice caché parce que il me semble que le vice caché, il y a quand même une limite de coût possible. Comme je disais, je ne suis pas avocate, là, mais oui, quelque part, c'était caché. Dans ce cas-là, il n'y avait jamais eu de test, entre guillemets, ni fait par l'acheteur, parce que quand ils avaient acheté, là, celui qui a vendu, là, lui, quand il a acheté la pyrite, on ne connaissait pas ça. Moi, je retiens quelque chose là-dedans, par exemple, une bonne leçon. Tu sais, quand il y a un sous-sol surchargé, qu'on parle de commercial ou de résidentiel, quand il y a trop de stock, là, ça se peut qu'il y ait trop d'humidité, qu'il y ait de la moisissure, puis on ne voit pas le plancher. Oui. Alors, quand vous faites inspecter une propriété ou vous faites une expertise, il faut que la maison soit à la limite un peu dégagée, que vous puissiez voir le sol. Accessible. Si ces gens-là avaient vu, peut-être qu'ils auraient demandé une expertise additionnelle. C'est sûr, parce que c'est ce qu'ils ont fait immédiatement. Donc, Moi, je me questionne sur le financement de ce projet commercial-là, par exemple, parce que les banques peuvent refuser du financement pour des problématiques importantes, mais là, comme s'il y avait eu un test comme ça, il n'aurait pas pu se faire financer. C'est un bon point, Mel, parce qu'on le voit même en résidentiel, Nadège, il y a des banques, en fait, c'est même pas ça fait pas partie des promesses d'achat, puis la banque exige un test de périte dans une maison. La SCHL, entre autres. La SCHL pour se protéger. Oui, tout à fait. Fait qu'en commercial, j'imagine que là, comme elle dit... En commercial, nous, chez Multitest, on est formés pour justement les courtiers d'immeubles et on est aussi pour les inspecteurs, pour les entrepreneurs. On donne énormément de formations. Actuellement, on essaye d'aller former les banques. Il y a encore des grilles d'analyse, que ce soit pour la pyrite, qui est absente dans le commercial 99,9% du temps. C'est très, très rare qu'on ait une demande comme ça. La même chose pour les registres amiantes. Les registres amiantes, pour tout bâtiment où il y a un travailleur à l'intérieur, ça devrait être demandé. Les banques ne nous le demandent pas. On le fait pour des villes, on le fait pour plein de monde. Mais les banques à une transaction, là, pour l'instant, c'est des anecdotes quand ils le demandent. Et on a la même chose pour plein d'autres domaines de tests qui pourraient être exigés par les banques, même en environnement. Certaines banques le demandent pour un cisplex, une phase 1, des fois le demandent pas pour un cisplex, des fois c'est juste pour du commercial, des fois... C'est très difficile de savoir, il n'y a pas d'homogénéité. Il n'y a pas de loi. Non. Donc, c'est en fonction de chaque banque, sa grille de risque, va vous demander un certain nombre de documents. Bizarrement, quand on arrive au résidentiel, la SCHL nous demande des tests, mais finance pour un IPPG en bas de 20. Moi, j'ai déjà vu ça. Or, un 11 peut être dramatique versus un 100 qui ne serait pas si pire que ça. Je vais en parler de ça parce que ça, là, c'est super important. Il y a une échelle. Quand vous faites faire un test de périte, mesdames, messieurs, vous recevez un test. Hein? C'est une échelle de 0 à 100. Puis disons-le pour que ça soit facile à comprendre. Normalement, plus le chiffre est élevé, plus vous avez un niveau de périte élevé. Mais Nadège, explique-nous. C'est pas ça. Explique-nous la distinction pour que les gens comprennent bien. En fait, les gens pensent que parce que ce chiffre est entre 0 à 100, j'ai plus de pyrite à 100 qu'à 0. Ouais. En fait, j'ai 1% de pyrite à 0, puis j'ai 1% de pyrite à 100. Comme je disais, la pyrite, c'est tout le temps la même teneur de pyrite. Une roche qui a 100, c'est une roche qui n'est pas du tout étanche, qui va laisser rentrer l'eau facilement. Donc, sa réaction va être peut-être plus rapide. C'est ça que ça veut dire. En bas de 10, elle est considérée comme étanche. Donc, IPPG négligeable. Négligeable, ça veut dire qu'on ne le considère pas. Donc, il n'y a pas de potentiel de gonflement. Mais je pourrais avoir un 11 dans un garage avec 8 pieds de roche qui soit catastrophique parce qu'il se met à gonfler. Il prend son temps, là. Il va être moins rapide que mon sang, peut-être. Mais il va avoir assez de force pour démolir tous les murs de fondation du garage versus un 100 dans un sous-sol à Saint-Lambert où j'ai 2 pouces... Ou à Saint-Bruno. Ou à Saint-Bruno. C'est ça. Je parlais... moi, j'habite pas loin de Saint-Lambert. Ouais. Ça, là, vous avez 2 pouces de roche, 4 pouces de dalle. Oui, ça va être long, là. Ça va être long avant qu'il y ait la force de s'abîmer de quoi, mais il peut être à 100, c'est tout à fait vrai. Donc, l'idée, c'est en bas de 10, ça va. Au-dessus de 10, appelez un professionnel. Prenez le temps de lire le rapport avec ce professionnel-là, ça va faire plaisir, on va tout vous expliquer. Est-ce que c'est une catastrophe ou est-ce que c'est pas si grave que ça? Qu'est-ce qu'il va falloir regarder? Qu'est-ce qu'il va falloir corriger? Les pentes, le drainage, inspecter le drain français. Qu'est-ce qui peut être fait pour que ça ne devienne pas un cauchemar? Et on parlait tantôt de la pyrotite.
C'est pas la même chose du tout. Tu sais, la pyrite, Ouais. c'est dans la dalle. Ouais. La pyrrhotite, c'est dans les murs de fondation. Exactement. Je me trompe pas, là. C'est- Puis là, la c'est pyrrhotite, tout à c'est fait encore plus catastrophique. Oui. Oui, parce que là, il n'y a pas C'est en de Mauricie. petits cas. Là, si vous avez un problème de pyrrhotite, vous avez plus de fondation. C'est vraiment plate, mais c'est ça. En fait, c'est comme la pyrite, un minéral un peu cousin. Cute aussi, brillant aussi. Mais on l'a rajouté. Il y a certaines cimenteries qui l'ont intégré à leur mélange de ciment. Et comme la pyrite, c'est un minéral qui se désagrège. Donc, en gros, c'est comme si votre béton, là, ce qui tient votre maison dans vos murs de fondation, s'en va en poussière. Ah non. Ça, c'est surtout terrible. en Mauricie. En là. Mauricie, d'ailleurs, je crois, je ne me trompe pas, Mel, c'est dans un secteur où tu as déjà travaillé comme journaliste à Trois-Rivières, Oui. Oui. où l'OACQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, je Bravo! voulais juste... Ah, ben, bravo, je voulais bravo! juste non, mais moi, c'est pas pire, je travaille là-dedans, mais toi, Nadège, c'est surprenant que tu sois aussi bonne que ça, là, de t'en souvenir de ce nom-là. Mais bref, Trois-Rivières, gros problème. Et à l'époque de JE, je me souviens très bien de Gaétan Giroir et Jocelyne Cazin qui avait fait un reportage à Trois-Rivières. Et là, on voyait, c'était très impressionnant. C'est très impressionnant. Parce que le mélange est dans les murs et non pas sous la dalle. Dans les murs, on voyait des craques de Ouais. 2-3, des maisons qui ouvraient littéralement. Oui. Là. Oui. Ben, Ça prend une formation de courtier immobilier sur cette vendre notion-là pour en vendre Mauricie. en Oui. Mauricie. Et il n'y a pas qu'en Mauricie. Ben, c'est ça que Ouais. je voulais savoir, parce qu'en Mauricie, ça a fait tout un tapage. Il y a eu des règlements aussi avec les propriétaires. Ils ont été indemnisés en partie. Où est-ce qu'on retrouve la pyrrhotite Ben, ailleurs? Au Québec, la cimenterie problématique a vraiment opéré dans cette région-là. Ailleurs, il n'y en a pas de problème. Dieu merci. Mais au Vermont, ils ont fait la même erreur. J'ai appris ça il y a quelques années parce qu'un de nos partenaires est spécialisé dans ces tests-là. C'est CEDEX Lab. Ils sont à Longueuil. Et eux font cette expertise-là de la pyrrhotite. Et ils ont des clients au Vermont. Et moi, j'étais un petit peu naïve. Au Vermont, tu sais, comme... Oui, ils ont eu la même bonne idée de mélanger ça là-bas aussi. Et ils ont des milliers de maisons. Et eux sont un petit peu moins avancés dans leur niveau d'expertise. Donc, Ouais. comme à un moment donné, une fois qu'on a testé toutes les maisons en pyrrhotite, on les a toutes testées. Hein, je veux dire, donc, c'est pas un marché en expansion, là, la Mauricie. Mais eux, ils ont énormément de clientèle aux États-Unis. C'est surprenant, mais apparemment... Mais ça, c'est un fléau, c'est ça. Oui. Ça Un coûte vrai encore plus cher à corriger que la pyrrhite. là. Oui. Puis peut-être juste pour, je sais pas si on va conclure là-dessus avec Nadège pour aujourd'hui, mais on parle de pyrrhite, mais on le disait en intro tantôt, Mel, les gens doivent se souvenir que, comme tu disais tantôt, Nadège, je pense que la leçon là-dedans, c'est quand on achète une propriété, Oui. au moment de l'achat puis des conditions de la promesse d'achat, de ne pas se gêner de mettre des conditions pour différentes expertises. Là. En fait, je pense que vous pouvez aller au-delà de votre inspecteur, au-delà de votre courtier. L'important, c'est peut-être d'appeler un professionnel comme Multitest, où il y en a d'autres, de dire, écoutez, on vient de faire inspecter, c'est une maison dans tel secteur, de telle année, voilà mon projet de vie à l'intérieur. Parce que c'est pas juste un bâtiment, hein. Si vous voulez peut-être faire une chambre au sous-sol pour un enfant, vous peut-être agrandir, vous peut-être rénover, changer la cuisine, c'est un projet de vie, un bâtiment. Surtout une maison dans laquelle vous allez mettre votre famille puis passer peut-être 15-20 ans dedans. Prenez le temps d'appeler un professionnel, de dire, écoutez, là, je sors d'une inspection, j'aime la maison, le quartier, c'est parfait, tout va bien, mais qu'est-ce que vous me conseillerez comme test? Juste pour qu'il n'y ait pas de chicane, qu'on s'en aille pas en cours, puis que votre rêve ne devienne pas un cauchemar à la fin. C'est vraiment ça l'objectif. Puis un message à la fin aux vendeurs aussi. Soyez pas effrayés de faire votre test de pyrrhite avant de vendre. Parce que si vous le faites pas, puis que l'acheteur vous en demande un dans la promesse d'achat, là, vous allez angoisser. Là, vous allez dire, oh mon Dieu, est-ce que j'ai de la... Tu sais, est-ce qu'il y a un indice de gonflement important chez moi? Est-ce que je vais avoir un problème? Puis là, vous en dormirez pas. C'est un cas vécu, là. On a vu des gens qui voulaient pas le faire, ils voulaient pas payer avant la mise en marché. Mais moi, maintenant, c'est un automatisme. Je dis aux vendeurs, regardez, faites-le. Vous allez le savoir s'il y a un problème avant. T'sais, vous n'aurez pas la surprise puis perdre une promesse d'achat pour cet élément-là. Puis quand on affiche le test de pyrrhite, les résultats des tests de laboratoire, bien là, c'est transparent. Alors, quand vous allez recevoir une promesse protège tout le d'achat, monde. ça vous protège, Ouais. ça protège l'acheteur et vous allez avoir négociation en connaissance de cause. Alors, Nadège, vraiment un gros merci d'être venu démystifier qu'est-ce que la pyrrhite, qu'il y a partout finalement. Il y en a partout. On va te réinviter, Nadège, pour parler Oui. d'autres expertises. C'était vraiment bonne. Puis c'est important que les gens soient au courant de ça. On manque d'informations. Sans prétention, une des missions en fait, la seule vraie mission qu'on s'est donnée, nous, Mélanie et moi, à l'intérieur de ce balado-là, c'est essayer de donner de l'info. Si ça peut aider une personne en quelque part. C'est ce que j'allais dire. Si vous sauvez une transaction, c'est une famille qui va être heureuse.
Parce que tu as dû Exactement. en voir des familles, je dirais pas décimées, le terme est fort, mais disons des drames humains, là, t'en as vu. Là. On voit des séparations pendant des rénovations, je vous le dis. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis imagine quand tu as un enjeu, puis il faut que tu payes 150 000 pour refaire tout le sol au complet. C'est dur sur le couple aussi. C'est dur. Là. On veut remercier Sans Vice Caché, on veut remercier notre bannière Proprio Direct, Mel, qui est présente avec nous pour ce balado-là, Sans Vice Caché. On veut remercier tous les gens qui nous regardent, qui nous en parlent de plus en plus du balado, en fait. Puis merci, en fait, d'être à l'écoute chaque semaine avec nos nouveaux épisodes. Et Mel, on veut remercier aussi l'équipe de Cube. Oui, Cube Studio qui nous permet d'enregistrer ce balado chaque semaine. Aussi, si vous voulez nous joindre, nous partager vos histoires, des sujets qui vous intéresseraient, yparent@commercialpropriodirect.com et mbergeron@commercialpropriodirect.com. Merci tout le monde d'avoir été là encore aujourd'hui. On se retrouve. Ah, puis on est partout, hein? Toi, t'es bon là-dedans pour énumérer. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez télécharger l'application Cube. On est sur multiples plateformes. Vous allez retrouver Sans Vice Caché un peu partout. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez nous regarder aussi sur YouTube et tous les week-ends à la télé numérique de Cube. À la radio. À la radio, oui, à la radio et à la télé, en fait, de Cube, parce qu'on peut faire les deux. Partout, vous nous retrouvez finalement. tous les week-ends, le samedi et le dimanche. Merci voilà, d'avoir été là. Merci. Sans Vice Caché. Le balado Sans Vice Caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com